Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait de La peau de chagrin de Balzac, un roman publié en 1831, dans lequel Balzac va mettre en scène le personnage de Raphaël de Valentin, aux prises avec son destin, représenté par un objet magique, à savoir la fameuse peau de chagrin, qui rétrécit au fur et à mesure qu'elle exauce ses vœux. Ce texte vise pour lui à mettre en scène la philosophie vitaliste, à savoir l'idée selon laquelle l'homme est doté d'une somme d'énergie qu'il s'agira pour lui de dépenser selon sa volonté, soit de manière rapide, soit de manière lente. Notre extrait est issu du chapitre 2, intitulé « La femme sans cœur ». Il s'agit du moment où Raphaël raconte ses déboires passés à ses amis, en l'occurrence la relation destructrice qu'il a entretenue avec la comtesse Féodora, la femme à la mode que lui a présentée son ami Rastignac. Je passe ainsi à la lecture. Les femmes sans âme n'ont rien de moelleux dans leurs gestes. Aussi n'étions-nous unis ni par une même volonté, ni par un même pas. Il n'existe point de mots pour rendre ce désaccord matériel de deux êtres, car nous ne sommes pas encore habitués à reconnaître une pensée dans le mouvement. Ce phénomène de notre nature se sent instinctivement. Il ne s'exprime pas. Pendant ces violents paroxysmes de ma passion, reprit Raphaël après un moment de silence, et comme s'il répondait à une objection qui se fut adressée à lui-même, je n'ai pas disséqué mes sensations, analysé mes plaisirs, ni supputé les battements de mon cœur, comme un avare examine et pèse ses pièces d'or. On le voit, le vocabulaire utilisé par Raphaël pour analyser la situation qu'il a connue avec Féodora relève de la science et plus particulièrement d'un concept cher à Balzac, celui de la volonté qui serait censé unir les deux êtres qui s'aiment. Cependant, cette désunion va venir montrer un mouvement énergétique unidirectionnel qui semble épuiser l'énergie de Raphaël sans entamer le moins du monde celle de la comtesse. Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante: en quoi la relation avec Féodora modélise-t-elle la vision balzacienne de l'énergie? Pour traiter cette question, je diviserai mon texte en 3 mouvements. Un premier de la ligne 1 à 5, dans lequel Raphaël va énoncer une loi générale, puis un deuxième mouvement de la ligne 6 à 12, dans lequel il appliquera cette loi générale à son analyse particulière, et enfin il s'arrêtera sur l'exemple spécifique de sa relation à Féodora, de la ligne 12 à 17. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une phrase à valeur d'aphorisme, conjuguée au présent à valeur de vérité générale, dont le sujet est mis au pluriel à valeur généralisatrice. Ici, on a la définition froide de ce que sont ces femmes sans âme, dont l'expression rappelle le titre du chapitre, « La femme sans cœur ». À travers cette généralisation, c'est donc bien de Féodora dont il est question, mais nous sommes ici dans un procédé d'induction de l'exemple particulier, il en a déduit une loi générale. L'absence d'âme ou l'absence de cœur équivaut à l'absence d'un principe animateur et donc à l'absence de cette énergie qui est censée animer les personnages. Cette absence d'énergie étant traduite par l'aspect mécanique de leurs gestes qui n'ont rien de moelleux. La structure argumentative, fortement marquée, aussi, pour, car, etc., montre le raisonnement à l'œuvre dans la définition que pose ici Raphaël. L'absence d'union entre lui et elle, qui est renforcée par le parallélisme négatif, ni par une même volonté, ni par un même pas, parallélisme qui se renforce par la négation du mot « même », qui faisait lui-même référence à l'adjectif « uni », vient séparer les deux personnages. Cette séparation est une séparation physique, ils ne marchent pas d'un même pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas synchronisés, et c'est aussi une séparation mentale, ils ne sont pas unis par une même volonté, terme cher à Balzac, la volonté étant précisément cette capacité qu'ont les humains à orienter leur énergie. Ils ne sont pas unis parce qu'ils ne veulent pas la même chose. Cette absence d'union, qui sera redéfinie ensuite comme un désaccord matériel, on retrouve toujours la négation dans le préfixe, se voit redéfinie, à nouveau comme dans la première phrase, comme une adéquation d'un geste extérieur, le mouvement, et d'une réalité intérieure, la pensée. On retrouve ici l'obsession balzacienne pour le génie, qui, par sa volonté, précisément, permet cette adéquation entre l'intérieur et l'extérieur, l'adéquation entre volonté et énergie permettant l'émergence justement de ce fameux génie.
Ce phénomène de notre nature, qui appartient là encore à l'énoncé de cette loi naturelle ou de cette théorie générale, relève de l'instinctif, cette impossibilité de l'exprimer, mettant là encore paradoxalement en échec le personnage qui est censé être lui-même auteur d'une théorie sur la volonté. Il devient donc ironique que l'auteur lui-même n'ait pas de mots pour le dire, ce qui le rend d'autant plus ridicule dans sa position. Je passe ainsi à ma deuxième partie. De la théorie générale, il passe à son analyse particulière. On le voit avec l'émergence de cette première personne du singulier, ma passion, mes sensations, mes plaisirs, mon cœur, qui, là encore, va se former de manière négative. Il s'agit ici d'un regard rétrospectif sur cette période, conçue comme des paroxysmes violents de passion. On peut noter l'antéposition de l'adjectif qui marque une forte subjectivité, le vocabulaire excessif, paroxysme, qui appartient au champ lexical médical, et la passion qui montre l'excès de son amour, un excès qui pourrait le mener à sa mort. À travers cette expression, c'est évidemment à la théorie scientifique de l'énergie vitale qu'il se réfère ici, théorie selon laquelle nos désirs nous amènent progressivement vers notre mort par épuisement de notre énergie vitale. Il est intéressant cependant que ce regard rétrospectif souligne la présence de Raphaël comme narrateur. En effet, nous sommes par le tiret amenés à penser qu'il s'agit d'un discours direct, les propositions en incise repris Raphaël après un moment de silence, etc., fonctionnant ainsi comme précisément de la narration. On aurait donc une espèce de mise en abîme du narrateur, renforcée encore par la référence au moment de silence, modélisé précisément par le changement de paragraphe. À travers ce système relativement complexe, on pourrait rapprocher Raphaël de Balzac lui-même, tel que l'auteur le dit lui-même dans sa correspondance, rapprochant ainsi en quelque sorte La peau de chagrin d'une pseudo-autobiographie. Ce fameux jugement rétrospectif doit être lu comme une antiphrase du fait de la négation. La multiplication des verbes à connotation scientifique, disséquer, analyser, supputer, montre qu'il n'avait pas encore de vision objective de sa relation. Par ailleurs, la comparaison « comme un avare examine et pèse ses pièces d'or » va venir ici précisément mettre en balance cette théorie de l'énergie vitale avec une métaphore économique qui est présente de partout dans le roman, l'économie ou la dépense de l'énergie vitale étant assimilée à des fluctuations économiques, des fluctuations monétaires. Lisant ainsi cette antiphrase, il faudrait comprendre que au moment où il parle, c'est-à-dire aujourd'hui, à la ligne 10, l'expérience lui permet d'objectiver cette relation toxique, ce que l'on voit avec l'adjectif triste lumière, triste étant là encore antéposé, ce qui montre la forte subjectivité de cette analyse. On est comme souvent chez Raphaël dans une vision biaisée de la réalité, sa vision à lui. On peut repérer la construction chiasmatique, la triste lumière sur les événements passés, le souvenir m'apporte ces images, qui montrent l'enfermement dans le passé, et la comparaison avec le naufrage permet là encore de donner une dimension tragique à cette relation unidirectionnelle. Simplement, si lui tente de mettre en lumière la responsabilité de Féodora, il s'agit bien plutôt de sa propre responsabilité. C'est parce qu'il a voulu lui-même persévérer dans cette relation unidirectionnelle qu'il s'est épuisé et non pas l'inverse. L'aspect tragique qu'apporte cette image du naufrage est évidemment représenté avec la modalité expressive au nom et annoncé dès le début par le mot de passion. Il s'agit ici pour lui de mettre en scène un destin auquel il aurait pu échapper par la connaissance scientifique. Je passe ainsi à la dernière partie de cette analyse particulière, il en arrive à son cas spécifique, précis. Le pronom personnel première personne du singulier arrive pour la première fois dans le texte, de même que nous abandonnons le présent théorique pour revenir au temps du récit, avec l'imparfait. Va se dessiner alors un personnage manipulateur que l'on retrouve à travers l'adjectif pateline, l'expression jouer un rôle ou la comparaison avec l'actrice, qui montre une forme de manipulation ou de perception manipulatrice de Féodora de la part de Raphaël. La notion d'espérance, qui serait réveillée par l'énumération, l'accent, le regard ou le mot, et qui appartient au champ lexical religieux, rappelle cette passion de la ligne 6,
qui appartient, elle aussi, au même champ lexical. L'opposition entre les deux personnages, entre la première et la troisième personne, qui forme un chiasme par ailleurs entre les lignes 12 et 13, va venir se raviver ici par le biais de l'adversatif, mais qui introduit une rupture définitive entre l'espérance et la réalité, rupture métaphorisée par la symétrie, ou plutôt l'asymétrie, en un seul mot, des yeux de chaque personnage. La construction de cette proposition se fait par ailleurs en chiasme. Se peignait alors dans mes yeux, elle en soutenait les rayons sans que la clarté des siens s'en altérât. Donc on a verbe, les yeux, les rayons, la clarté, les yeux à nouveau à travers le possessif sien et un verbe. Au centre de ce chiasme est la conjonction de subordination négative sans que, qui rappelle l'omniprésence de la négation dans ce texte, faisant signe peut-être vers une dimension diabolique du personnage, ou du moins de la relation, qui progressivement ferait perdre son âme, c'est-à-dire son énergie, au personnage principal. La comparaison finale avec les yeux des tigres, doublée par une feuille de métal, va venir insister sur l'absence de réflexivité, l'absence aussi de vie à travers la froideur et la dureté de ce métal, qui vient ainsi mettre un coup d'arrêt à l'espérance. La détestation finale se fait alors conclusion logique. Simplement, la présence du pluriel en ces moments-là montre bien le caractère cyclique de ces espérances désespérées, montrant alors les intermittences de l'énergie et de la passion. En quoi la relation avec Féodora modélise-t-elle la vision balzacienne de l'énergie? Tout d'abord, nous avons vu que la relation amoureuse était intermittente et représentait en cela la fluctuation même de l'énergie vitale. Cette fluctuation étant modélisée au centre de l'extrait, la ligne 9 sur 17, par la modélisation économique qui, par sa position, devient effectivement centrale. Par ailleurs, nous avons noté la forte imprégnation subjective dans le texte. Il s'agit bel et bien de la vision de Raphaël et non pas d'une réalité objective, comme le montre la multiplicité des comparaisons. Simplement, nous avons vu que la présence de Raphaël dans le texte était construite de manière particulière qui permettait de reconnaître la présence de Balzac derrière son personnage. La relation entre les deux personnages mettrait ainsi en scène la théorie de l'énergie, mais aussi les fluctuations potentielles et l'épuisement de l'énergie dans une relation unidirectionnelle. Enfin, la progression générale du texte qui passe globalement de la théorie la plus générale à l'exemple le plus spécifique viendrait mimer en quelque sorte l'acte créatif de Balzac qui a détruit son propre traité de la volonté, dont le terme est présent à la ligne 2, pour en faire sortir sa comédie humaine et notamment la peau de chagrin. La disjonction entre Raphaël et Féodora viendrait ainsi métaphoriser la disjonction entre la volonté et l'énergie qui détruisent l'individu, ce que Balzac, en bon génie, veut éviter. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter la question de l'expression de la négation, ligne 1 à 5. La négation se construit soit de manière syntaxique, soit de manière lexicale. Nous en avons les deux exemples ici. Nous avons une occurrence de négation lexicale. Il s'agit du nom commun désaccord, dont le préfixe négatif « dé » vient inverser le sens du nom commun accord. Pour ce qui est des négations syntaxiques, qui procèdent par ajout de mots dans la proposition, nous en avons 4 occurrences simples et une occurrence plus complexe. Pour ce qui est des occurrences simples, nous pouvons retrouver les deux négations ne, pas, ligne 4 et 5, ne sommes pas, ne s'exprime pas, qui sont toutes les deux des négations totales auxquelles on peut adjoindre la négation ne point à la ligne 3, le discordantiel ne étant cette fois-ci et l'idée devant initiale vocalique. Nous pouvons ajouter à ces 3 négations une négation partielle, ne rien à la ligne 1. Il s'agit ici bien d'une négation partielle puisque le forclusif rien est en fait la contraction, comme l'indique l'étymologie IRS, de aucune chose, ce qui en fait bien une négation partielle. Enfin, nous avons un cas particulier à la ligne 1 toujours, le N' qui semblerait être un discordantiel sans forclusif. En réalité, le forclusif est présent de manière cachée dans la conjonction de coordination négative ni répétée 2 fois ligne 2. En réalité, ni
est la contraction de « et ne pas ». Ainsi, nous aurions non pas une, mais deux négations. Aussi n'étions-nous pas unis par une même volonté et n'étions-nous pas unis par un même pas. Ces deux négations étant symétriques, similaires, et le forclusive pas indiquant une portée totale de ces deux négations coordonnées.